Vous avez envie de concevoir un habitat durable, performant, respectueux de l'environnement et de votre santé? Le tableau peut sembler trop beau. Et pourtant, cet habitat n'est pas réservé à une élite. En effet, en mettant en œuvre des principes simples, souvent oubliés et utilisant intelligemment les ressources naturelles, la réalisation d'un tel projet peut, à prix égal à une construction conventionnelle, vous offrir un beau retour sur investissement tout au long de son utilisation et vous donner l'opportunité de faire votre part pour la protection de la nature. Salut à tous, moi, c'est Stoug, et j'ai également ce projet en ligne de mire. Actuellement en formation au certificat en design de bâtiments écologiques chez Solutionnera, lors de mes recherches pour trouver une alternative aux maisons conventionnelles, je suis tombé sur une perle. Un livre dont tous les professionnels du bâtiment devraient s'inspirer. En effet, j'avais à cœur de vous présenter l'excellent manuel d'architecture naturelle de David Wright, ici, en version française, aux éditions Parenthèses. L'auteur se préoccupe depuis les années 60 de la prise en compte des paramètres climatiques et des économies d'énergie dans la conception architecturale. Sa philosophie, une meilleure connaissance des phénomènes naturels pour concevoir des habitats en harmonie avec le monde extérieur et en lien direct avec l'environnement. Architecte en Afrique, où il a renforcé son expérience des techniques traditionnelles de construction en terre, puis au sud-ouest des États-Unis, il a réalisé plus de 500 bâtiments inspirés de ces concepts. Ce livre passionnant, très bien illustré et souvent avec humour, nous donne les clés pour comprendre les phénomènes naturels qui interagissent avec les bâtiments. Il permet également d'éveiller l'imagination du lecteur. La simplicité de conception est au cœur de la philosophie de David Wright. Le schéma traditionnel pris lors de ces dernières décennies nous mène dans une impasse. Attachés à la technologie, nous avons souvent du mal à penser simple. Utiliser les apports solaires est une belle avancée, mais simplifier au maximum nous permet de maximiser le rendement solaire tout en minimisant le coût des installations. Dans le même esprit, il est inefficace de créer un habitat luttant contre la nature. De plus, se couper des conditions extérieures est néfaste pour la santé. L'observation de différents paramètres comme le relief, l'orientation solaire ou les vents dominants dicteront le design et l'implantation des bâtiments. Le climat est un autre paramètre essentiel à prendre en compte. Les stratégies bioclimatiques dans les pays froids ou près de l'équateur ne seront évidemment pas les mêmes. On prendra soin d'orienter et de designer la maison pour qu'elle bénéficie passivement des variations saisonnières du soleil dans ses différents besoins, que sont le chauffage, la climatisation, la ventilation et l'éclairage. Pour le dimensionnement, l'auteur n'hésite pas à nous conseiller une surface de captage de 25 à 50% de la surface totale de plancher en fonction du lieu et de la performance de l'enveloppe. L'air chaud montant et l'air froid descendant naturellement, il est intéressant de se servir du gradient thermique pour faire circuler passivement la chaleur. Dans cet exemple, le soleil vient chauffer un capteur. L'air qu'il contient monte et arrive dans le volume à chauffer, poussant l'air plus froid vers le bas du local pour le réinjecter dans le capteur. Plus le soleil est intense et plus le flux d'air est important. Néanmoins, il est possible de le réguler à l'aide de trappes. Qu'ils soient à circulation d'air ou de liquide, les capteurs solaires devront être orientés de façon optimale. En zone tempérée, on prendra la latitude du lieu plus 15 degrés afin de prioriser les apports en saison froide. Pour la production d'eau chaude sanitaire, l'inclinaison sera égale à la latitude du lieu. Dans cet exemple, un capteur thermique où circule un liquide caloporteur réchauffe une inertie, ici la dalle. On essaiera toujours de placer le capteur plus bas que les éléments à chauffer, ainsi le liquide chauffé par le capteur monte vers la masse thermique par convection naturelle. On évite alors d'avoir recours à une autre source d'énergie ou à un dispositif mécanique supplémentaire. En absence d'apport solaire, des clapets anti-retour stopperont automatiquement le flux pour éviter que la dalle perde sa chaleur par le capteur. Afin de minimiser la perte des calories accumulées dans la journée, il est judicieux d'équiper les fenêtres d'une isolation mobile. L'ouvrage regorge de solutions techniques, dont certaines pourront être automatisées, à l'image de ces lames par basculement automatique ou de ces billes bedwall soufflées dans un double vitrage. L'inertie thermique d'un bâtiment agit comme un régulateur permettant à la maison de garder sa température plus facilement malgré les aléas climatiques. Cette inertie doit être à l'intérieur du volume isolé. Elle peut se présenter sous forme solide, liquide,
être un élément porteur ou non porteur. Les dispositifs isolants mobiles sur une inertie thermique est un moyen efficace de réguler la température. Ici en hiver, pendant la journée, on place ces isolants pour exposer directement la masse thermique à l'énergie solaire. Le soir venu, l'isolant est déplacé de telle sorte que la masse thermique se retrouve dans l'habitat et libère l'énergie accumulée pendant la journée. En été, afin de rafraîchir le bâtiment, le processus est inversé. La masse thermique absorbe les calories du bâtiment le jour, puis est exposée à l'extérieur pour les libérer la nuit. Dans le même but, on peut envisager une masse thermique mobile que l'on rentrerait ou que l'on sortirait au gré des besoins. Pour éviter les surchauffes, le plus efficace est d'intercepter les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent la construction. En plus de créer de l'ombre, de protéger du vent, de la pluie et de la neige, les végétaux sont très efficaces pour créer un microclimat confortable. La plantation de végétation à feuilles caduques au sud permet d'intercepter les rayons du soleil dès le printemps et de les laisser passer à la fin de l'automne. Le temps change d'une année à l'autre, et les intersaisons peuvent être difficiles à gérer. Des protections ajustables sont donc intéressantes afin de réguler plus finement les apports solaires. Pendant une journée chaude d'automne, on pourra ainsi occulter une partie des apports solaires. A l'inverse, si le besoin en chaleur se fait sentir, on laissera passer plus de flux solaire. Il est également possible d'utiliser des panneaux extérieurs occultants, réglables en fonction des variations saisonnières. Ces panneaux peuvent aussi bien être utilisés pour stopper les rayons du soleil que pour les réfléchir vers une masse thermique au plafond par exemple. Ils peuvent être à rabattre ou coulissants. Cette flexibilité est très intéressante, car en plus des variations de climat d'une année à l'autre, il existe un décalage naturel entre les saisons et l'intensité du rayonnement solaire. Avec les protections solaires classiques, les besoins en chauffage ne correspondent donc pas exactement à l'intensité solaire. Sur ce graphique, comparant la demande de chauffage et l'intensité solaire en fonction des saisons, nous allons comprendre la pertinence des protections ajustables. Un exemple. Le pic d'ensoleillement annuel qui arrive le 21 juin au solstice d'été ne correspond pas aux périodes les plus chaudes de l'année. Or, c'est à ce moment que les protections solaires fixes, comme les avancées de toiture, laisseront passer le moins de lumière. De même, c'est au solstice hiver, le 21 décembre, que le soleil rentrera plus facilement. Alors qu'en début février, par exemple, il fera plus froid, et les protections solaires fixes feront rentrer moins de soleil dans la maison. Le renouvellement de l'air peut se faire de façon résiliente. Dans un bâtiment où la masse thermique est importante, on peut plus facilement faire l'impasse sur une ventilation double flux pour envisager un système passif. En revanche, le design de l'implantation des pièces devra être bien pensé pour que l'air de tout l'habitat soit renouvelé. Les ouvrants devront être placés de façon stratégique pour optimiser la circulation du flux d'air. Pour une ventilation optimale, l'entrée d'air se fera vers le bas et la sortie vers le haut afin de bénéficier du tirage dû à la stratification thermique dans les pièces. Pour augmenter la vitesse du flux, l'ouvrant de sortie sera plus grand que l'ouvrant d'entrée. L'orientation, la forme du bâtiment et la végétation sont autant de leviers pour canaliser l'air. Une grande variété d'ouvrants existe sur le marché. Qu'ils soient à l'italienne, à l'australienne, à lame, à battant intérieur ou sous forme de lanterneau, ils seront choisis en fonction de leur faculté à capter le vent, à protéger de la pluie ou à protéger des infractions. Quand les ouvrants sont fermés, l'air chaud plus léger sortira naturellement par les extracteurs en toiture. Statique, coudé ou rotatif, il en existe une grande variété. Le plus efficace des extracteurs d'air passif est la cheminée solaire. Elle a la particularité d'être autorégulée. En effet, plus le soleil est important, plus elle s'échauffe, et donc plus le tirage augmente. Sur le même principe, il est possible de réaliser un extracteur d'air, très utile pour ventiler une serre ou une pièce en été. Pour optimiser tous ces dispositifs, il est essentiel de tempérer l'air entrant, par exemple à l'aide d'un puits canadien. Le confort d'été est un sujet plus complexe que le chauffage dans l'habitat bioclimatique. Si la ventilation naturelle ne suffit pas, il existe de nombreuses manières de climatiser en utilisant la masse thermique et parfois des réserves d'eau. La solution la plus simple à mettre en place est l'aération nocturne. La nuit,
Un maximum d'ouvrants laisseront l'air chaud accumulé le long de la journée s'échapper et l'air froid le remplacer. Cet air va également rafraîchir la masse thermique par convection. Le jour, on veillera à fermer tous les ouvrants et de garder les vitrages à l'ombre. Par nuit claire, la radiation est très efficace pour dissiper les calories d'une masse thermique. Ici, la nuit, un bassin d'eau est exposé au ciel étoilé et perd son énergie radiante vers l'espace. Comme précédemment, la journée, on veillera à s'isoler de l'air extérieur et des apports solaires. Quand c'est possible, si le terrain est bien orienté, le sol facile à travailler et si la nappe d'eau n'est pas trop proche, on peut envisager l'une des solutions les plus efficaces thermiquement. L'habitat sous terre ou troglodyte. Aussi performant en été qu'en hiver, grâce à une température quasi constante toute l'année dès 2 mètres. La création d'un microclimat est une autre solution très efficace. L'ombre et l'humidité apportées par la végétation peut significativement baisser la température de l'air avant qu'il n'entre dans la maison. Dans les régions où l'humidité n'est pas trop importante, l'évaporation forcée peut être employée. Un réservoir d'eau sature un feutre rafraîchissant l'air entrant. Cette technique se combine très bien avec une cheminée solaire. En effet, plus le soleil est intense et plus la climatisation naturelle est importante. Comme certains earthships, une manière de maximiser la masse thermique à moindre coût est d'isoler le volume de remblai. Cette masse thermique se retrouvant à l'intérieur de l'isolant est alors tellement élevée que l'énergie accumulée pendant l'été est restituée dans l'habitat pendant toute la saison froide et inversement pour le confort d'été. Été comme hiver, l'air entrant passe dans la masse thermique pour être tempéré avant d'arriver dans les pièces. Autre solution éprouvée dans les régions les plus arides, les tours de refroidissement. Un capteur d'air orienté face au vent dominant force le vent à s'y engouffrer. Le long de la cheminée, l'air se refroidit en circulant le long de pots en terre poreuse remplis d'eau. Avec cette technique, la température de l'habitat peut se retrouver bien en dessous de la température de l'air ambiant. Ce manuel d'architecture naturelle est un livre très visuel pour tout public. Il contient énormément d'informations pertinentes dont je n'ai abordé qu'une partie dans cette vidéo. En effet, les concepts développés sont nombreux. Serre d'abondance, SAS, matériaux à changement de phase. Une partie du livre traite des calculs thermiques et de la méthodologie pas à pas pour la réalisation des dimensionnements. Toutefois, plusieurs défis non abordés dans le livre peuvent être des freins pour le lecteur voulant se lancer dans l'aventure. Le coût des fondations dans certains sols, la législation pour ces constructions plutôt hors normes, et les précautions à prendre pour éviter les infiltrations de radon, notamment pour les maisons souterraines et pour les puits canadiens. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, moi, je vous laisse sur ce schéma. Et oui, parfois, même les idées les plus dingues peuvent marcher. À vous de trouver les vôtres.